Bonjour à tous, je suis Ulrich Fonkou, ingénieur de conception ingénieur électrique. Je suis spécialisé dans des études de conception des installations électriques et solaires photovoltaïques. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une formation que j'ai conçue sur les études de faisabilité de centrales solaires photovoltaïques de grande puissance dans le cas particulier de la République démocratique du Congo. Cette formation est constituée de deux modules. Nous avons premièrement le module 1 qui fera l'objet de cette vidéo dans lequel nous allons présenter les généralités sur les centrales solaires photovoltaïques et le cadre réglementaire. Et le module 2 qui fera l'objet de la prochaine vidéo dans lequel nous allons aborder les études de faisabilité à proprement parler. Sans plus tarder, nous allons commencer. Cette formation a été élaborée et conçue sur la base des guides techniques UTE, des guides et documents techniques de référence, des catalogues manuels et datasheets, des produits et accessoires, du guide IFC International Finance Corporation de la Banque mondiale sur les centrales solaires photovoltaïques commerciales de 2015, des rapports d'études d'impact environnemental et social de l'UCM, qui est l'unité de coordination et de management de projets au sein du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité en RDC, plus particulièrement des études réalisées pour la centrale PV de 6 MW crête pour l'alimentation de l'université Unikin de Kinshasa. L'objectif de ce module est premièrement définir les termes clés relatifs aux centrales solaires photovoltaïques, de présenter les généralités sur les centrales solaires photovoltaïques, de présenter les normes et standards en vigueur, normes françaises, européennes et internationales, de présenter le cadre légal et réglementaire relatif au secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous avons élaboré le plan suivant. En un, nous allons commencer par les généralités sur les centrales solaires photovoltaïques, c'est-à-dire la définition des termes clés, la présentation des composants d'une centrale solaire photovoltaïque, les types de centrales solaires photovoltaïques, les symboles électriques et les architectures qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une grande centrale solaire photovoltaïque. En deux, nous avons le cadre réglementaire sur les centrales solaires photovoltaïques, les normes françaises et européennes, les normes internationales CEI ou IEC. Et pour terminer, nous allons présenter le contexte particulier de la République démocratique du Congo, cadre légal et réglementaire. Nous allons définir quelques termes clés et présenter le cadre légal et réglementaire du secteur de l'électricité en RDC. Généralité sur les centrales solaires photovoltaïques. Définition des termes clés. Premièrement, nous allons commencer par définir quelques abréviations. DC pour Direct Current, courant continu. AC pour Alternating Current, courant alternatif. BT pour basse tension, lorsque la tension du réseau est inférieure ou égale à 1000 volts. MT, moyenne tension, lorsque la tension du réseau est entre 1000 volts et 36 kV. HT, haute tension, lorsque la tension du réseau est entre 36 kV et 250 kV. Et HT, très haute tension, lorsque la tension du réseau est supérieure à 250 kV. Ensuite, nous avons PV pour photovoltaïque, STC, Standard Test Condition, qui sont les conditions de test en laboratoire des modules. T, la température en degrés de la cellule. D'irradiance, 1000 watts par mètre carré. AM, la masse d'air de 1,5 et nous avons également la vitesse du vent qui est de 1 mètre par seconde. Nous avons MPP pour maximum power point, point optimum de puissance. MPPT, maximum power point tracking, la méthode de recherche du point optimum de puissance. L'irradiance solaire. L'irradiance solaire est l'intensité du rayonnement électromagnétique incident en provenance du soleil sur une surface de 1 mètre carré. Elle s'exprime en kW par mètre carré ou en watts par mètre carré. L'irradiation ou ensoleillement correspond à l'intégrale de l'irradiance solaire sur une période donnée. Elle s'exprime en kWh par mètre carré. Le rayonnement diffus, rayonnement direct et rayonnement réfléchi. Le rayonnement incident en provenance du soleil, comme vous pouvez le voir sur cette image, se décompose en trois parties. Nous avons le rayonnement direct qui est perpendiculaire à la surface et le rayonnement diffus qui atteint la surface depuis le ciel après réfraction par les nuages et les gaz présents dans l'atmosphère. Nous avons le rayonnement réfléchi qui atteint la surface après réflexion au niveau du sol. La cellule PV. La cellule PV est un dispositif photovoltaïque fondamental permettant de générer de l'électricité lorsqu'il est soumis à de la lumière telle que le rayonnement solaire. Le module PV, c'est le plus petit ensemble de cellules solaires photovoltaïques interconnectées et complètement protégées contre l'environnement.
Le module biface, c'est un module PV qui a la particularité de pouvoir convertir les radiations reçues à la fois sur sa face avant et sur sa face arrière en énergie électrique par le biais de l'effet photovoltaïque. La chaîne PV, c'est un circuit dans lequel les modules PV sont connectés en série afin de former des ensembles de façon à générer la tension de sortie spécifiée. Le groupe PV, c'est un ensemble mécanique et électrique intégré de chaînes PV et d'autres composants pour constituer une unité de production d'énergie électrique en courant continu. Le générateur PV ou champ PV est un ensemble de groupes PV qui sont connectés en parallèle à un équipement de conversion PV et associés à un même tracker ou à un même contrôleur MPPT. Un équipement de conversion PV est un convertisseur DC-AC, un onduleur ou un convertisseur DC-DC régulateur. Il permet, dans le cas d'un convertisseur DC-AC, la conversion et l'adaptation de la tension de l'énergie produite en vue de l'alimentation des charges ou l'injection dans les réseaux électriques. Et dans le cas d'un convertisseur DC-DC régulateur, il permet la charge et décharge des éléments de stockage d'énergie, les batteries. Le tracker, contrôleur ou régulateur MPPT. Il s'agit d'un dispositif électronique permettant d'effectuer la recherche du poids optimal de puissance de l'ensemble des générateurs PV auxquels il est raccordé. Il permet également la conversion et l'adaptation de la tension produite en vue de l'alimentation du convertisseur DC-AC, l'onduleur, l'alimentation de charge DC ou l'alimentation, la charge des batteries. Optimiseur de puissance. L'optimiseur de puissance est un convertisseur courant continu associé à un ou à deux modules en parallèle. Il assure la recherche du point optimal de puissance et la mise en sécurité du champ PV et enfin la surveillance ou le monitoring du champ PV. Boîte de jonction de groupe PV. C'est une enveloppe dans laquelle toutes les chaînes PV d'un groupe sont reliées électriquement et où peuvent être placés des dispositifs de protection. La boîte de jonction ou tableau générateur PV est une enveloppe dans laquelle tous les groupes PV sont reliés électriquement et où peuvent être placés les dispositifs de protection. MLT, SLT, MLT pour mise à la terre, SLT pour schéma de liaison à la terre, SPD pour Surge Protective Device, SPF pour système de protection foudre, CPI contrôleur permanent d'isolement. Onduleur autonome. Il s'agit d'un équipement de conversion transformant la tension continue DC d'une batterie en tension alternative de valeur déterminée en tension et en fréquence. Il s'agit d'un convertisseur qui est non réversible. Un onduleur chargeur est un onduleur autonome réversible capable d'effectuer la conversion de la tension DC d'une batterie en tension alternative AC et la conversion de la tension alternative d'un réseau ou d'un générateur AC en courant continu pour la recharge de cette même batterie. Onduleur d'injection. Il s'agit ou onduleur PV ou onduleur réseau. Il s'agit d'un équipement de conversion qui injecte l'énergie PV produite directement dans le réseau AC sous tension. Onduleur hybride. Un onduleur hybride est un équipement de conversion qui combine les fonctions de l'onduleur autonome, de l'onduleur chargeur et de l'onduleur d'injection. Les câbles DC, nous avons les câbles de chaîne, les câbles de groupe, le câble principal et le câble de batterie. Le câble de chaîne relie les chaînes PV à la boîte de jonction de groupe PV. Le câble de groupe relie les boîtes de jonction de groupe PV à la boîte de jonction générateur PV. Et le câble principal PV relie les boîtes de jonction générateur PV au contrôleur MPPT. Isolation galvanique. L'isolation galvanique est la fonction qui est réalisée par un transformateur d'isolement. Elle permet de filtrer les composants DC dans le courant AC en sortie de l'onduleur. Onduleur avec isolation galvanique. Un onduleur avec isolation galvanique est donc un onduleur avec transformateur d'isolement intégré. Poste de livraison. Un poste de livraison est une installation de transformation d'énergie assurant l'adaptation du niveau de tension BT-MT, BT-HT ou alors MT-HT, la protection de comptage de l'énergie électrique injectée ou saturée du réseau par un opérateur privé ou public. Protection de découplage, encore appelée protection anti-hurtage. Il s'agit d'une protection d'interface qui est installée entre l'installation PV et le réseau et qui a pour fonction de déconnecter automatiquement l'installation du réseau lorsqu'il y a un défaut sur le réseau. Autrement dit, lorsque les caractéristiques du réseau en tension et ou
en fréquence sortent des valeurs de consigne. Et vous pouvez le voir dans ce tableau ici. Les composants d'une centrale solaire photovoltaïque. Nous avons premièrement les modules PV. Nous avons les modules PV classiques qui ont une seule phase de conversion. Nous avons les technologies cristallines, monocristallines, polycristallines, les technologies couche-mince ou encore semi-rigide, silicium amorphe, tandem silicium amorphe, microcristalline, les CIS, CIGS et CIGSS, cuivre, indium, sélénium, les cadmium telluride, les tandems perovskite silicium et les technologies à haut rendement. Nous avons la cyanure de gallium et les CPV, technologies à concentration. Ensuite, le module est généralement défini par ses caractéristiques qui sont données dans sa datasheet et elles sont présentées généralement en plusieurs rubriques. Nous avons premièrement les paramètres électriques en STC, courant de court-circuit, tension de circuit ouvert, puissance maximale du module, courant produit par le module, la tension du module à la puissance maximale et l'efficacité du module. Nous avons ensuite les paramètres de fonctionnement, la tension maximale admissible, la plage de température de fonctionnement, l'indice de protection, l'erreur, la tolérance sur la puissance du module, la classe de sécurité, la sécurité incendie. Enfin, nous avons les coefficients de température, le coefficient de dégradation en fonction de la température, coefficient de dégradation en puissance, coefficient de dégradation de la tension et coefficient de dégradation du courant en pourcent par degré Celsius. Enfin, nous avons les paramètres mécaniques. Nous avons le nombre de cellules, les dimensions des cellules, les dimensions du module, les matériaux d'encapsulation et le poids du module. Maintenant, nous avons le deuxième type, les modules PV biface, deux phases de conversion. Dans ce module, nous avons plusieurs technologies, les technologies PERC, les technologies PERT, les technologies PERL, les technologies AGT, hétérojonction. Ils combinent la technologie cristalline et la technologie à couche mince. Et nous avons les technologies IBC. Les paramètres du module biface, pour ce qui est de la rubrique des paramètres électriques en STC, sont similaires à ceux du module classique, courant de court-circuit, tension circuit ouvert, puissance maximale, courant produit par le module, tension du module et efficacité du module. Nous devons signaler ici et remarquer ici que ces paramètres sont généralement les paramètres de la face avant. Le paramètre STC indique les paramètres de la face avant, sans prendre en compte la face arrière. Maintenant, pour ce qui est de la face arrière, pour prendre en compte la face arrière, il y a un paramètre qui a été introduit, qui est appelé le facteur de bifacialité, qui est l'efficacité de la face avant par rapport à la face arrière. Et nous avons également le gain en puissance, qui varie de 5 à 25%. Il s'agit ici du gain de puissance d'un module biface par rapport à un module classique. Il dépend des conditions d'installation, inclinaison, orientation et également de l'albédo du sol, coefficient d'albédo du sol. Enfin, les paramètres mécaniques sont similaires à ceux du module classique. Nombre de cellules, dimension des cellules, dimension du module, paramètres d'encapsulation, poids. Nous avons donc classé l'ensemble de ces différentes technologies comme avec ce schéma que vous voyez là. Nous avons premièrement les technologies cristallines, polycristallines, qui ont une efficacité de 13 à 18% actuellement. Les monocristallins avaient une efficacité variant entre 16 et 24%. Les AGT qui ont une efficacité entre 20 et 24%. Les technologies à couche mince, silicium amorphe qui ont une efficacité actuelle entre 8 et 13%. Tandem silicium amorphe qui ont une microcristalline, efficacité entre 7 et 12%. Les CIS, efficacité entre 11 et 16%. Les cadmium telluride, efficacité environ de 17%. Les tandems perovskite silicium, efficacité de 25 à 30%. Maintenant, nous avons les technologies hybrides. Les technologies hybrides, il s'agit ici des PVT, le module PVT, qui combine à la fois la fonction conversion en électricité et la fonction conversion en chaleur. Donc, la chaleur produite par le module est récupérée par un liquide caloporteur pour être utilisé dans le chauffage, par exemple. Les technologies spéciales ou technologies à haut rendement, nous avons la cyanure de gallium, simple jonction, la cyanure, les cristallins à concentration, les CPV,
efficacité de 30%, et l'arsénure de gallium double jonction, efficacité de 31,6%. Dans les technologies bifaces, nous avons premièrement les technologies bifaciales agitées qui ont une efficacité entre 20 et 24% et une bifacialité entre 90 et 98%. Les bifaciales PERC qui ont une efficacité entre 20 et 22% et une bifacialité entre 70 et 80%. Les PERT qui ont une efficacité entre 20 et 24% et une bifacialité entre 78 et 96%. Et les IBC qui ont une efficacité de 20 à 24% et une bifacialité allant de 70 à 80%. Maintenant, nous avons l'effet PID, Potential Induced Degradation. L'effet PID ou dégradation induite par le potentiel est un phénomène qui peut se développer lorsque les modules PV de l'installation fonctionnent à haute tension sur des longues durées. Il affecte principalement les modules photovoltaïques en silicium cristallin, monocristallin, polycristallin, et peut causer des pertes de puissance pouvant aller jusqu'à 30%. Il se manifeste surtout du côté négatif et de la chaîne pour les panneaux de type P et du côté positif pour les panneaux de type N. Modules silicium de type P qui sont plus classiques, généralement ils sont plus sensibles. Le PID est causé dans ce cas par la migration des ions sodium du verre vers les cellules via l'encapsulant, créant un effet de court-circuit local. Et dans les modules silicium de type N, le PID est généralement lié à la polarisation du diélectrique de la couche de passivation. Nous rappelons que la couche de passivation est un diélectrique qui permet de limiter les recombinaisons des charges au niveau de la cellule et d'améliorer la réflexion, donc de réfléchir le rayonnement incident qui a été non converti, de renvoyer ce rayonnement incident vers la cellule. Il permet donc, cette couche de passivation permet donc d'améliorer l'efficacité du module. Et maintenant, si cette couche de passivation, qui est une couche diélectrique, c'est-à-dire perd ses caractéristiques, ou alors est endommagée, cela va donc induire une perte de performance significative du module, ce qui peut être très négatif dans le cadre d'une centrale solaire photovoltaïque. Les facteurs aggravants de l'effet PID de manière générale, plus il y a de modules PV connectés en série, plus la tension du système est élevée, plus le courant vagabond ou courant de fuite qui est généré par la différence de potentiel entre les cellules solaires photovoltaïques et le sol est important, ce qui va entraîner une augmentation de la probabilité d'occurrence de l'effet PID. En général, les systèmes 1500 volts présentent un risque plus élevé que les systèmes 1000 volts. Et outre la tension du système, le fonctionnement d'une installation sous des températures élevées au-dessus de 60 degrés et un taux d'humidité élevé au-dessus de 85% favorise également le développement de l'effet PID. Comment éviter l'effet PID? L'effet PID peut être soit réversible ou irréversible en fonction de sa cause, de son origine. Malheureusement, il ne peut être évité lorsqu'il est causé par des réactions électrochimiques internes dans le module. Et il peut en résulter un décollement des couches minces ou une corrosion galvanique des modules photovoltaïques. Par contre, si cet effet PID est causé par des facteurs externes, il existe des moyens pour les limiter ou alors pour l'éliminer. Nous avons premièrement comment éviter l'effet PID. Premièrement, il faut utiliser un dispositif anti-PID, un boîtier anti-PID qui est un dispositif permettant de modifier la direction du courant électrique provenant de l'onduleur. Cela permet de contrecarrer les effets négatifs de la tension sur les modules photovoltaïques. L'objectif étant, pour ces boîtiers, étant d'empêcher chaque branche de rester trop longtemps sur la même polarisation. Cela contribue à réduire le risque de PID et permet à chaque module PV de se remettre de tout le potentiel négatif qu'il a pu subir. Comme indiqué ici sur la figure. Ensuite, nous avons la deuxième méthode qui consiste à mettre en œuvre un système d'installation qui est bien conçu en veillant à ce que les composants, les onduleurs et le boîtier de distribution disposent d'une ventilation et d'une capacité de dissipation de la chaleur adéquate. En outre, si l'onduleur le permet, atténuer le problème en
Si l'onduleur le permet, on peut atténuer le problème en mettant à la terre la borne négative courant continu de l'onduleur, comme vous pouvez voir sur ce schéma ici. Nous avons également noté que la mise à la terre de la borne négative supprime la tension négative élevée entre les cellules photovoltaïques et le cadre du panneau mis à la terre. Cela élève le potentiel de l'ensemble du champ PV vers le positif, stoppant ainsi la migration des ions sodium qui sont responsables de la dégradation. Comment éviter? La troisième option est de choisir une méthode efficace d'encapsulation des modules PV en encapsulant correctement le module afin d'empêcher la vapeur d'eau, l'humidité de pénétrer et de provoquer des réactions qui génèrent l'acide acétique pour endommager la cellule. Les optimiseurs de puissance. Les optimiseurs de puissance ont pour fonction la recherche du point optimum de puissance du module ou de l'ensemble des deux modules auxquels il est raccordé, l'arrêt rapide de l'installation, Rapid Shutdown, RSD, le monitoring de l'installation PV grâce à la disposition physique qui permet la surveillance du fonctionnement de chaque module de la centrale. Et selon le modèle du fabricant, et d'autres fonctions peuvent être ajoutées, comme la fonction de détection et de protection contre les défauts d'arc peuvent être intégrés à l'optimiseur. Les câbles PV. Les câbles PV qui sont généralement utilisés dans les centrales solaires photovoltaïques, nous avons premièrement les câbles PV1-F, dont les caractéristiques sont présentées ici. Les sections usuelles de 1,5 mm² à 120 mm². La tension maximale admissible qui va jusqu'à 1800 volts. La plage de température qui va de moins 45 degrés Celsius à 125 degrés Celsius. Et la particularité de résister au feu, aux émissions de fumée, faible charge d'incendie, résistance à l'ozone, émission de gaz corrosifs. Et ils ont une durée de fonctionnement qui est supérieure à 25 ans. Puis nous avons les câbles H1Z2, Z2-K qui sont une version améliorée, donc ils sont plus performants que les câbles PV1-F. Ici, lame également est en cuivre, isolant SH réticulé, gaine SH réticulé noir, sont conformes aux normes EN 50618 IEC 61034 et ils sont résistants aux UV et à l'ozone. La caractéristique de fonctionnement, la plage de fonctionnement en température va de moins 40 degrés Celsius à 90 degrés Celsius. Ils sont résistants aux ultraviolets, à la projection d'eau, au choc mécanique et aux flammes. Le mode de pose est à l'air libre, à l'extérieur ou en immersion. Ce sont des câbles souples et les sections usuelles vont de 4 à 25 mm². Ici, il s'agit des câbles de Rexel. Des câbles photovoltaïques à 1500 volts. Ici, il s'agit des câbles pour les grandes centrales. Lame du conducteur est en alu. L'isolant XLPE, gaine PVC noir, résistant aux ultraviolets et aux intempéries. Il est conforme également aux mêmes normes que le câble H1Z2, Z2-K. Les caractéristiques de fonctionnement, la plage de température de fonctionnement va de moins 25 à 60 degrés et le mode de pose possible, pose sous canalisation, pose à l'air libre à l'extérieur, pose en immersion ou submersion. Il est résistant aux flammes, à la projection d'eau, au choc mécanique, aux ultraviolets et les sections usuelles vont de 185 à 300 mm². Ici, il s'agit des câbles qui sont généralement utilisés lorsque la tension du système est de 1500 volts pour les grandes centrales. Les structures métalliques. Deux types de structures métalliques sont utilisées dans les centrales solaires photovoltaïques au sol. Nous avons les structures fixes et les structures mobiles. Les structures fixes sur structures métalliques fixées au sol. Les structures mobiles sur structures métalliques fixées au sol, mais en rotation autour d'un axe. Donc les tables des modules sont en rotation autour d'un axe ou de deux axes. Et le contrôle la rotation est réalisée par un suiveur solaire.
les convertisseurs DCAC, les onduleurs d'injection onduleurs string. Ils sont généralement utilisés dans les installations de petite, moyenne et grande puissance. Chaque onduleur ici est raccordé le plus près possible des strings du générateur PV qui l'alimente, et il est fixé directement sur la structure métallique du champ PV. Il s'agit ici d'une configuration décentralisée. L'inconvénient principal de cette configuration décentralisée, c'est la complexité du système de câblage et le monitoring de la centrale. Les onduleurs d'injection centralisés. Ces onduleurs sont utilisés pour des centrales PV de grande puissance au-delà de 1 MW. Donc, les tables de la centrale PV sont raccordées sur un seul onduleur PV ou sur quelques onduleurs PV. Selon le fabricant et le modèle, ce type d'onduleur peut être livré avec un transformateur de puissance et des cellules de protection associées déjà câblées pour le raccordement direct en moyenne ou en haute tension, simplifiant ainsi grandement l'étape d'installation de la centrale. Les onduleurs hybrides. Les onduleurs hybrides généralement sont utilisés dans les systèmes des centrales de grande puissance isolées. Comme onduleur hybride de grande puissance que nous pouvons utiliser, nous avons l'onduleur de Mega Revo, modèle MPS, dont la gamme de puissance va de 30 kW à 500 kW, extensible à 2 MW. Et le schéma de raccordement est présenté tel que vous le voyez là sur l'image. Puis nous avons les onduleurs chargeurs ou onduleurs batterie. Pour des grandes centrales, nous avons par exemple Sony Central Storage Hub de SMA, dont le schéma de principe est présenté ici. Nous avons les onduleurs chargeurs de Mega Revo, modèle Mega PCS, qui sont extensibles jusqu'à 2 MW et peuvent être associés à un onduleur PV, comme vous le voyez sur l'image ici, pour obtenir des centrales au-delà de 2 MW. Les systèmes de stockage, technologie de batterie employée dans les installations solaires photovoltaïques. Généralement, nous avons les technologies, les batteries lead-acide, les batteries nickel-cadmium, nickel-métal hydride NiMH, les batteries lithium-ion et les batteries au sodium. Nous devons également noter ici que les batteries les plus performantes sont les batteries lithium-ion, et plus particulièrement les batteries lithium fer phosphate LFP et les batteries lithium titane oxyde Li4Ti 5O12. Les appareillages de monitoring et de communication. Les appareils de monitoring et de communication sont très importants dans la centrale. Nous avons les Smart Dongle WLAN FE, Smart Dongle WLAN FE pour les petites installations solaires photovoltaïques, le Smart Dongle 4G, nous avons le Data Logger ou Smart Logger, nous avons enfin le BMS, Battery Management System, qui permet le monitoring de la batterie. Les appareillages de monitoring, nous avons également des contrôleurs ou des boîtiers anti-PID. Et ici, nous avons présenté le contrôleur PID de Huawei, Smart PID 2000, qui est utilisé pour les grandes installations solaires photovoltaïques. Éclairage et sécurité. L'éclairage et la sécurité de la centrale sont réalisés généralement au moyen pour l'éclairage de lampadaires solaires all-in-one et pour la vidéosurveillance par des caméras HD qui offrent la sécurité, une vision nocturne, détection de mouvements et qui sont résistants aux intempéries, donc c'est-à-dire indice de protection IP66 ou IP67. Les postes de livraison et sous-stations haute tension. La structure d'un poste HT-ABT est représentée sur le schéma suivant. Dans les cellules du poste, nous avons les cellules de protection côté BT, les cellules de transformation, la cellule de comptage et de protection HT, les cellules d'alimentation.
Nous devons noter également pour une centrale de production l'ajout d'un compensateur d'énergie réactive au point de livraison est indispensable pour stabiliser la tension du réseau. L'enveloppe du poste et le transformateur de puissance. L'enveloppe du poste, nous avons les enveloppes en préfabriqué et les enveloppes en béton. Ici, nous avons dans l'image ici un poste, une enveloppe en béton. Et les transformateurs de puissance, ils sont utilisés. Nous avons deux types, les transformateurs secs enrobés et les transformateurs immergés dans l'huile. La protection et le sectionnement. La protection et le sectionnement arrivé et départ en haute ou moyenne tension extérieure et les cellules de comptage de protection. Compensation d'énergie réactive. Il existe plusieurs types de compensateurs d'énergie réactive qui sont utilisés dans les réseaux électriques. Nous avons les compensateurs parallèles, donc les compensateurs synchrones qui sont utilisés dans les réseaux électriques, condensateurs, compensateurs statiques de puissance réactive, de la famille des FACT, Flexible Alternating Current Transmission System, les compensateurs série, les condensateurs série et condensateurs série commandés. Et ici à l'image, vous avez un compensateur statique synchrone de type STATCOM du fabricant Hitachi Energy. Ensuite, la classification des centrales PV selon le mode de pose. Selon le mode de pose, nous avons les centrales PV au sol fixe. Les modules PV sont posés sur des structures métalliques fixes en aluminium anodisé ou en acier galvanisé, avec une inclinaison de 5 degrés à 35 degrés, 35 degrés voire plus, en fonction de la localisation du site. L'orientation, plein sud dans l'hémisphère nord au-dessus de l'équateur et plein sud et plein nord dans l'hémisphère sud en dessous de l'équateur. La fixation des structures métalliques est réalisée sur des supports massifs en béton posés au sol ou sur des fondations coulées dans le sol. Toutefois, selon la nature du sol et les contraintes de résistance mécanique, nous avons comme telle que la tenue au vent, la surcharge due à la neige, l'ancrage direct de la structure dans le sol est possible via la technique des pieux battus. Les centrales PV au sol mobile. Nous avons les centrales PV au sol mobile, comme nous l'avons expliqué précédemment, utilisent des suiveurs ou des trackers à rotation. Nous avons un tracker monoaxial et tracker biaxial. L'installation est posée sur une structure métallique en acier également galvanisé ou en aluminium anodisé et sont en rotation autour d'un axe. Les modules bifaces sont particulièrement adaptés pour ce type d'installation. Ensuite, nous avons les centrales PV flottantes. Il s'agit des centrales qui sont posées sur un plan d'eau ou un lac artificiel, comme vous pouvez voir sur l'image ici. Les modules sont posés sur des structures flottantes grâce à des flotteurs qui sont généralement inclinés de 10 à 20 degrés. L'ancrage des tables flottantes de l'installation est assuré par fixation par vis ou par utilisation de poids morts. Les centrales PV sont également classées selon le mode de raccordement. Nous avons les centrales PV pour site isolé, avec ou sans stockage d'énergie. Donc pour les centrales avec stockage d'énergie, les caractéristiques dans la charge de décharge des batteries sont assurées via un régulateur MPPT et le BMS. L'alimentation des charges est réalisée grâce à un ou plusieurs contrôleurs onduleurs triphasés autonomes ou des onduleurs chargeurs. La distribution est réalisée via un poste de livraison BTNT et éventuellement un poste de transformateur et élevateur MTHT. Et pour ce qui est des centrales PV sans stockage, les caractéristiques sont les suivantes. Nous avons le charge des charges des batteries via un régulateur MPPT et le BMS. L'alimentation des charges est réalisée grâce à un ou plusieurs onduleurs chargeurs triphasés ou onduleurs hybrides. La distribution est réalisée via un poste de livraison BTNT, éventuellement un poste de transformation élévateur MTHT. Les centrales PV, on a également les centrales raccordées au réseau de distribution avec et sans stockage d'énergie électrique. Premièrement, les centrales sans stockage d'énergie sont caractérisées par un raccordement direct au réseau lorsque la puissance est inférieure ou égale à 250 kW, 250 kVA.
le raccordement via un poste de livraison BT-NT, l'alimentation lorsque la puissance est supérieure à 250 kVA et l'alimentation des charges est réalisée grâce à un ou plusieurs onduleurs PV triphasés. Pour ce qui est des centrales PV raccordées au réseau avec stockage d'énergie, le raccordement direct en basse tension est possible lorsque la puissance est inférieure à 250 kVA. Le raccordement via un poste de livraison BT-NT lorsque la puissance est supérieure à 250 kVA. L'alimentation des charges est réalisée grâce à un ou plusieurs onduleurs PV triphasés. Symbole électrique. Nous avons premièrement le symbole du module en schéma unifilaire qui est présenté ici. Nous avons le module et l'accessoire de raccordement, le MC4. Nous avons ensuite des symboles parafoot, disjoncteur, disjoncteur magnétothermique, fusible, fusible sectionneur, prise de terre, disjoncteur différentiel, interrupteur sectionneur, transformateur de mesure, et nous avons les compteurs d'énergie active unidirectionnels et bidirectionnels. Nous avons les convertisseurs DC-DC ou MPPT. Nous avons le transformateur de puissance, le générateur AC groupe électrogène ou générateur diesel. Nous avons les dispositifs de stationnement. Nous avons les batteries. Nous avons enfin les symboles des onduleurs sans isolation galvanique et les onduleurs avec isolation galvanique. Onduleur DC-AC unidirectionnel, onduleur autonome, onduleur DC-AC bidirectionnel, onduleur chargeur, convertisseur PV, onduleur d'injection et convertisseur hybride, onduleur hybride. Les architectures des centrales PV isolées. Les centrales PV isolées de puissance supérieure à 1 MW avec groupe électrogène. L'architecture du schéma est présentée comme le voyez ici. Nous avons le groupe électrogène, l'onduleur chargeur, l'onduleur PV. Nous avons les utilisateurs VB sont raccordés via des transformateurs de puissance. Nous avons une protection principale et le comptage de l'énergie est effectué en moyenne tension. L'architecture de centrale PV isolée sans groupe électrogène de puissance supérieure à 1 MW. Nous avons également ici des similaires identiques à l'autre, sauf que nous avons retiré ici le groupe électrogène pour le générateur diesel. L'architecture de centrale raccordée au réseau de distribution sans stockage pour une puissance inférieure ou égale à 250 kW ou 250 kVA. Le raccordement en basse tension est possible. Ici, nous avons le schéma type, l'architecture d'une telle installation. Nous avons ici en orange la protection d'interface qui est ici la protection de découplage qui va permettre la déconnexion de la centrale du réseau lorsque il y aura un défaut, lorsqu'elle va détecter un défaut sur le réseau de distribution. Ensuite, nous avons les centrales PV raccordées au réseau de distribution sans stockage en moyenne tension. Le schéma est présenté comme vous le voyez ici. Nous avons une protection d'interface et une protection principale. Le comptage est réalisé en moyenne tension. Architecture de centrale PV raccordée au réseau de distribution sans stockage. Raccordement en moyenne tension pour des puissances supérieures à 1 MW. Nous avons le schéma que vous voyez là. Nous avons ici les onduleurs triphasés, les transformateurs. Architecture de centrale PV raccordée au réseau de distribution avec stockage. Raccordement en basse tension ou en HTA. Ici, il s'agit d'un schéma type qui est donné par le guide UTE XP C15 712-3. Enfin, nous avons les architectures de systèmes de mesure, de contrôle et de communication, le SCADA. Le principe, ici nous avons le schéma de principe d'un système SCADA. Premièrement, ici nous avons les onduleurs, les compteurs, les transformateurs de puissance du réseau qui vont envoyer les informations au SCADA, système de contrôle et d'acquisition de données, qui va
et il va également récupérer les informations des capteurs météorologiques pour la vidéosurveillance, température et radiance. Il va effectuer le traitement et envoyer l'information au centre de surveillance qui va prendre la décision. Les architectures type de système de contrôle commande, nous avons les réseaux en étoile via fibre optique Ethernet. Tel que vous voyez ici, un exemple du réseau avec le Smart Logger de Huawei. Et nous avons le réseau en boucle via fibre optique MBus PLC, également ici en utilisant les Smart Logger de Huawei. Cadre réglementaire sur les centrales solaires photovoltaïques. Normes françaises et européennes. La loi française de cadre réglementaire. Le décret et l'arrêté du 23 avril 2008 définissant les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production au réseau public d'électricité définissent la tension de référence. Donc, le domaine de tension pour une installation de production en BT monophasé, la puissance maximale de raccordement est de 18 kVA. Pour une installation de production en BT triphasé, la puissance maximale de raccordement est de 250 kVA. Et pour le domaine de tension en HTA, et la puissance maximale est de 12 MW et qui peut être extensible selon certaines conditions à 17 MW. Nous rappelons ici que la HTA signifie haute tension catégorie A et correspond à une tension du réseau entre 1000 volts et 50 kV. Guides et textes de référence. Les guides et textes de référence peuvent être utilisés dans la conception d'une installation solaire photovoltaïque, d'une centrale solaire photovoltaïque. Nous avons le guide UTE C15 712-1, installation solaire photovoltaïque sans stockage et raccordée au réseau public de distribution. Le guide UTE C15 712-1, la version révisée de janvier 2024, un guide complémentaire de conception des installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution qui intègre notamment les optimiseurs de puissance et les modules bifaces. Le guide UTE C15 712-2, installation photovoltaïque autonome, et norme expérimentale XPC 15 712-3, installation photovoltaïque avec stockage et accordée au câble électrique pour les systèmes photovoltaïques. La NFEN 616-43-31, parafoot basse tension, parafoot pour usage spécifique y compris les courants continus. Exigence des méthodes d'essai des parafoot pour les installations photovoltaïques. La NFEN 62-852, connecteur pour application en courant continu pour système solaire photovoltaïque. Exigence de sécurité essai. La norme VDE 0126-1-1, dispositif de déconnexion automatique entre générateur et le réseau public basse tension. Ici, il s'agit de la protection du couplage. La NFEN 644-1, 2, 5 et 8 sont les normes sur les transformateurs de mesure. NFEN 50-216-2,3, accessoires pour les transformateurs de puissance et bobines d'inductance. Nous allons noter également les autres normes relatives aux appareillages de protection BTM, THT sont citées dans les guides UTE C15 712 et les normes NFC 1300 et NFC 13200. Les normes CEI ou IEC applicables aux installations aux centrales solaires photovoltaïques. Nous avons premièrement les normes relatives au module PV. La CEI 61-215, module PV aux solutions cristallines pour application terrestre, qualification de la concession et homologation. La CEI 61-646, module approche mince pour application terrestre, qualification de la concession et homologation. CEI 61-853-1, essai de performance et caractéristiques assignées d'énergie des modules photovoltaïques. La CEI 61-853-2, procédure relative à la mesure de l'effet de l'angle d'incidence sur la performance du module. La CEI 61-853-3, méthodologie relative au calcul des caractéristiques d'énergie du module. La CEI 61-853-4, période de temps et les conditions climatiques standards pouvant être utilisées pour calculer les caractéristiques d'énergie. Description des normes applicables. Les normes applicables, nous avons également les CEI 61-215,
La CEI 61646, module photovoltaïque à couche mince pour application terrestre, les CEI-EN. Nous avons également ici la description des différentes normes. Ensuite, nous avons la norme CEI 62804 qui est en vigueur et certifie de la résistance du module à l'effet PID. Elle est particulièrement importante pour des centrales solaires photovoltaïques utilisant ces modules, que ce soit utilisant des modules à silicium cristallin, donc les modules monocristallins, polycristallins et tout autre module qui utilise, qui combine la technologie de silicium cristallin. Les normes relatives aux onduleurs. Nous avons ici dans ce tableau les normes. Nous avons la norme 6100, compatibilité électromagnétique, la norme 61, la norme EN 55022, équipement technologie de l'information, caractéristiques des perturbations radio, limites et méthodes de mesure. Nous avons la norme 61683, système photovoltaïque climatiseur, procédure de mesure d'efficacité. La norme CEI 62109, sécurité des convertisseurs de puissance pour le système photovoltaïque. La CEI 62116, mesure de protection de l'îlotage pour les onduleurs photovoltaïques utilitaires interconnectés. Les normes CEI relatives aux câbles. Nous avons les CEI 60502, CEI 60228, CEI 60364-1, 60332-1 et 2, CEI 60754-1 et 2 et CEI 61034. Ici, ce sont les normes CEI relatives aux câbles photovoltaïques. Maintenant, les normes CEI relatives aux câbles AC. Elles sont classées. Nous avons la CEI 60502 pour les câbles compris entre 1 kV et 36 kV. Les normes CEI 60364 pour les câbles basse tension. Les normes CEI 68140 pour les câbles conçus pour des tensions supérieures à 30 kV jusqu'à 150 kV. Les normes CEI relatives aux transformateurs. Les transformateurs doivent au minimum être conformes aux normes BSEN 50464-1 2007 plus A1 2012, CEI 60076. Les transformateurs doivent être fournis par des fabricants renommés accrédités à la norme ISO 9001. Les transformateurs de puissance doivent être conformes à la norme CEI 60085 pour l'isolation électrique et à la norme CEI 60214 pour les régleurs. Les normes générales sur les installations PV. La conception de la centrale doit répondre aux exigences des normes CEI 62548 2013, exigences de conception pour les groupes photovoltaïques. Le Code international du bâtiment. Il est recommandé que le dimensionnement des câbles respecte ou dépasse les exigences décrites dans la norme CEI 61730-1. Les normes CEI 62305 et UL 2703 forment la base des exigences de la mise à la terre. Le commutateur AC doit être fourni par un fabricant réputé accrédité à la norme ISO 9001 et répondre aux exigences de la norme CEI 62271 pour les commutateurs HT et CEI 61439 pour les commutateurs BT. Ensuite, nous avons les CEI 61724, surveillance des qualités de fonctionnement des systèmes photovoltaïques, recommandations pour la mesure de transfert d'analyse des données. La CEI 61701, les modules PV devant être utilisés dans des atmosphères très corrosives telles que les zones côtières doivent être certifiés comme résistants à la corrosion au brouillard salé. C'est cette norme CEI qui définit les conditions liées à la corrosion et au brouillard salin. La CEI 62109-1, sécurité des convertisseurs de puissance utilisés dans les systèmes photovoltaïques. Partie 1, exigences générales. La mise en service de l'installation PV doit être réalisée conformément aux exigences décrites dans la norme CEI 62446-2009.
système photovoltaïque connecté au réseau électrique, exigences minimales pour la documentation du système, les essais de mise en service et exigences d'examen. Contexte particulier de la RDC, cadre réglementaire et normes applicables. Les termes clés. Extrait de la loi numéro 14/011. Premièrement, nous avons l'agrément. L'agrément est une autorisation octroyée par l'autorité compétente à une personne physique ou morale pour la fourniture des biens ou la prestation de services dans le secteur de l'électricité. L'autorité compétente est une autorité publique qui est habilitée à conclure, à signer ou délivrer des actes juridiques nécessaires à la réalisation des activités dans un domaine spécifique. L'autorisation, c'est un acte juridique délivré par l'autorité compétente permettant la réalisation d'une activité précise dans le secteur de l'électricité. La concession, c'est un contrat conclu entre l'État et un opérateur permettant à celui-ci d'exploiter le domaine public dans les limites territoriales précises en vue d'assurer le service public de l'électricité. Concession de service public, contrat par lequel un opérateur s'engage à gérer un service public contre une rémunération versée par les usagers et à reverser à la personne publique une redevance destinée à contribuer à l'amortissement des investissements réalisés. Service public de l'électricité, service incluant la production, le transport, la distribution, la commercialisation, le dispatching, le stockage, l'importation et l'exploitation de l'énergie électrique. Et la déclaration, formalité administrative accomplie auprès de l'autorité compétente en vue d'exercer certaines activités prévues par la loi. Délégation, contrat par lequel l'État confie la gestion de tout ou partie de services publics de l'électricité à une personne physique ou morale de droit public ou privé. Un producteur, c'est une personne physique ou morale de droit public ou privé habilitée à exploiter une installation pour générer de l'énergie électrique. Un producteur indépendant est un producteur privé qui vend toute la production d'énergie électrique à des tiers. Expert indépendant, personne morale ou physique justifiant des capacités techniques pour assurer le contrôle et l'inspection des installations de production, de transport, de distribution d'électricité, ainsi que des installations de consommation d'énergie. Les grands comptes. Un grand compte, c'est un client grande quantité, c'est un client qui consomme de grandes quantités d'énergie. Sous-station. Une sous-station, c'est une installation de transformation d'énergie électrique basse tension ou MT de valeur donnée en MT d'une autre valeur pour son acheminement direct vers les installations clients MT ou vers les cabines MT BT qui abaissent cette énergie pour l'alimentation des clients finaux basse tension. L'opérateur est une personne physique ou morale de droit public ou privé exerçant une activité dans le secteur de l'électricité. Le dispatching, ensemble des moyens et opérations permettant d'assurer la conduite coordonnée et économique de la production et du transport de l'électricité et le mouvement optimal en temps réel de l'électricité sur le réseau national, ainsi que les échanges transfrontaliers. La licence, c'est un acte juridique délivré par l'autorité compétente à un opérateur lui permettant d'exercer une activité précise dans le secteur de l'électricité. Le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo est régi par la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 et actuellement qui a été révisée par l'ordonnance loi numéro 25/025 du 5 février 2025. Le secteur de l'électricité, dans cette loi, nous avons relevé quelques articles pertinents dans le cadre du projet de concession d'une centrale solaire photovoltaïque. Premièrement, nous avons l'article 35. L'exercice des activités dans le secteur de l'électricité est soumis à l'un des régimes juridiques suivants. Nous avons les régimes juridiques applicables en République démocratique du Congo. Nous avons la concession, la licence, l'autorisation, la déclaration et la liberté. Les régimes juridiques sont attribués par l'activité distincte du secteur de l'électricité. Toutefois, l'autorité compétente, après avis de l'autorité de régulation, peut attribuer un seul régime juridique pour la construction et l'exploitation d'un réseau isolé dans le milieu rural et périurbain, regroupant les activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'électricité sur un périmètre donné, appelé licence pour réseau isolé en milieu rural et périurbain. Nous avons l'article 39.
colonne 61. Les concessions et les licences sont accordées conformément au décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres fixant la procédure des marchés spéciaux relatifs au secteur de l'électricité. Article 47, colonne 62. La concession est octroyée par le gouvernement central et par la province. La concession de production est octroyée par le gouvernement central pour l'exploitation des sources énergétiques ou des réseaux électriques pour toute puissance égale ou supérieure à 5 MW et par la province pour des sources d'électricité ou des réseaux électriques de puissance inférieure à 5 MW. Article 54. Les contrats de concession de production définissent les conditions d'exploitation des installations destinées à générer de l'électricité à partir de toute source d'énergie en vue de la vente et de la fourniture de cette énergie à des tiers ou pour les besoins de sa propre consommation et définissent en outre les droits et les obligations des producteurs dans le cadre de cette activité. Article 66. Relève de la licence. La production indépendante de l'énergie électrique de puissance égale ou supérieure à 1 MW réalisée en dehors du domaine public. L'importation et l'exportation de l'énergie électrique et la commercialisation de l'énergie électrique. Article 74. Relève du régime d'autorisation dans les conditions fixées par la voie réglementaire sous proposition de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité des installations d'autoproduction en dehors du domaine public d'une puissance installée comprise entre 100 kW et 99 999 kW. L'établissement des lignes électriques privées utilisant ou traversant une voie publique ou un point situé à moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne électrique de communication ou de télécommunication existant sur le domaine public. L'article 29, colonne 19. La mise en exploitation des infrastructures de production, de transport, d'importation et de distribution d'électricité est subordonnée à l'obtention d'un certificat de conformité délivré par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Article 30, colonne 19. Tout fournisseur d'énergie électrique est tenu d'exiger avant la mise sous tension au point de livraison d'une installation nouvelle ou modifiée la remise d'une attestation de conformité de cette installation aux normes en vigueur en RDC. Article 34, colonne 20. Des experts indépendants pour la certification des installations électriques de production, de transport et de distribution suivant les puissances ou tensions exploitées sont agréés par le ministre afin d'exercer à charge de l'opérateur, c'est-à-dire aux frais de l'opérateur, le contrôle ou l'inspection technique de conformité requis dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution. Article 37, colonne 21. La production englobe les ouvrages, les installations et équipements d'une centrale électrique et les installations d'élévation de la tension produite par la dite centrale en très haute ou moyenne tension selon le cas. Article 38, colonne 21, est éligible à la concession, à la licence et à l'autorisation et à la déclaration toute personne physique ou morale de droit congolais qui remplit notamment les conditions suivantes: avoir une résidence ou un domicile connu en RDC, présenter une preuve de son inscription au registre du commerce, justifier de la capacité technique et financière pour l'exploitation du titre. Article 46, colonne 23, toute activité de production établie sur le domaine public, ainsi que celle de transport et de distribution de l'énergie électrique sont soumises au régime de concession. Article 24. Les règles et les modalités de fixation des tarifs de l'électricité au consommateur final, des tarifs d'accès au réseau de transport et de distribution ainsi que des tarifs de producteurs sont fixés par arrêté interministériel des ministres ayant l'économie nationale et l'électricité dans leurs attributions, sur proposition de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Elles sont reprises dans le cahier des charges soumis aux opérateurs. Article 25, colonne 18. Les nouveaux tarifs sont proposés par l'opérateur à l'autorité de régulation du secteur de l'électricité qui, après analyse et avis, les soumet dans un délai de 15 jours aux ministres ayant l'économie et l'électricité dans leurs attributions. À défaut d'un avis contraire, dûment motivé, et après ce délai, les tarifs proposés par l'opérateur sont soumis directement au ministre pour décision. Article 25. La décision interministérielle est réputée acquise, sauf opposition dûment motivée de l'un des ministres
dans un délai de 30 jours suivant la réception des propositions de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ou directement de l'opérateur selon le cas. Les tarifs sont publiés au journal officiel par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Article 26. Les tarifs appliqués aux consommateurs finaux et d'accès au réseau de transport ou de distribution ainsi que les tarifs producteurs peuvent faire l'objet de révision en cas de changement important des conditions d'exploitation ou en raison d'événements modifiant de façon substantielle l'environnement économique, financier ou technique dans lequel les contrats de concession, les licences ou les autorisations ont été établis. Article 28. Les conditions techniques de production, de transport, d'importation, d'exploitation, de distribution et de commercialisation de l'électricité, ainsi que des prestations de services y afférents, sont fixées par arrêté du ministre. Ces conditions garantissent la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le bon fonctionnement de l'ensemble des services publics de l'électricité. Article 73. La durée de la licence pour l'importation, l'exportation et la commercialisation est fixée à 10 ans renouvelable. Cette durée ne peut dépasser 30 ans pour la licence de production indépendante. Article 87. Le cadre institutionnel du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo comprend gouvernement central, la province, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, les guichets uniques du secteur de l'électricité et le service national de dispatching. Article 97 bis. Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre ayant l'électricité dans ses attributions crée un guichet unique de réception du secteur de l'électricité sous la forme d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre ayant l'électricité dans ses attributions. Le guichet unique a pour mission d'assurer le point et l'interface entre les opérateurs et le gouvernement, agir comme une unité commune de perception des frais, taxes et redevances, assister les opérateurs et promoteurs lors des démarches auprès d'autres services de l'État. Les normes applicables en République démocratique du Congo, domaine technique et environnemental. Les normes applicables en RDC, nous avons les normes ISO, les normes CEI, IEC, les normes françaises, NFI, NFEN et les normes NCD. Les normes, elles sont réparties par catégorie. Nous avons les normes sur le ciment. Nous avons 12 normes sur le ciment. Les normes sur les grandeurs et unités fondamentales, 14 normes. Les normes sur les aciers, 54 normes. Les normes sur le bois, nous avons 13. Les normes sur l'électrotechnique. Les normes sur les technologies de l'information et de sécurité. Les normes sur le management de sécurité routière. Les normes sur le management de l'énergie. Les normes sur les fibres optiques. Les normes sur l'éclairage public. Les normes sur l'électrification rurale. Les normes sur le management environnemental. Ici, nous avons présenté un extrait des normes sur l'électrotechnique. La liste complète étant disponible sur le site de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Merci de votre aimable attention. C'était tout pour cette vidéo. Je vous attends pour le module 2. Nous allons aborder les études de faisabilité à proprement parler.